Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire interafricaine, s'est clôturée la 43e conférence de l'UPA. Et parlons éducation avec l'éducation qui est un pilier pour le développement du pays. En Libye, un important point de passage des migrants vers l'Europe. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la clôture de la 43e conférence de l'UPA qui s'est tenue ce matin sous la houlette du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed. L'Union parlementaire africaine est une organisation, rappelons-le, interparlementaire continentale créée le 13 février 1976 à Abidjan. Les travaux de cette 76e session du comité exécutif s'est ouvert cette année dans un contexte particulier marqué par les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19. Objectif étant de promouvoir l'unité d'action des institutions parlementaires des États africains consacrés à l'UPA comme forum des parlements nationaux du continent africain et en tant qu'instrument du dialogue de coopération parlementaire au service de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement durable. Œuvrer également à l'établissement progressif d'une véritable communauté juridique africaine fondée sur les réalités politiques, économiques, sociales, culturelles du continent afin de favoriser les contacts entre parlementaires africains d'une part et entre parlementaires africains, ceux du reste du monde d'autre part. Elle contribue également au renforcement du rôle et du prestige de l'institution parlementaire en Afrique en s'inspirant des valeurs humaines fondamentales tant qu'africaines qu'universelles, ainsi qu'à la promotion du Parlement national respectif des populations, à la promotion de la coopération interparlementaire et de la diplomatie parlementaire, à la réalisation également effective des idéaux de liberté, d'égalité, de paix et de justice, ainsi qu'à la promotion des droits de l'homme, à l'approfondissement du concept de démocratie et à son fonctionnement effectif, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de l'Union africaine pour l'établissement d'une paix durable par le dialogue dans le cadre d'une coopération interafricaine et d'une politique de bon voisinage, de coexistence pacifique et de regroupement africain. Et à cette occasion, le président du Parlement, Mohamed Ali Ahmed, a fait un discours dont voici la teneur. Après une période difficile qui nous a empêchés de nous déplacer hors de nos pays, je dois dire que notre plaisir est grand de nous retrouver à Djibouti. Comme vous le savez, la République de Djibouti se situe dans la corne de l'Afrique, à la jonction de la mer Rouge et de l'océan Indien, bénéficiant d'une position géographique et stratégique sur l'une des principales routes maritimes du monde et constituant le débouché naturel des pays enclavés de la région. Permettez-moi de vous exprimer, en mon nom personnel et au nom des autorités de mon pays, mes sincères remerciements pour votre présence à Djibouti qui s'honore d'accueillir pour la seconde fois consécutive la conférence de l'UPA. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux objectifs que nous poursuivons en commun et de votre attachement aux échanges interparlementaires africains. Vous avez bravé les tracasseries que nous impose le contexte sanitaire en acceptant d'effectuer les déplacements de Djibouti.
Pour votre présence en ce lieu, vous traduisez en acte l'idéal de l'UPA d'être le creuset du dialogue parlementaire africain, le cadre de partage de nos préoccupations ainsi que l'instrument de notre combat pour un monde meilleur, de paix, de démocratie et de justice. Je souhaite la chaleureuse bienvenue à toutes les personnalités ici présentes, à tous les élus, à tous ceux qui, dans l'ombre, travaillent pour que la voix des parlementaires africains soit entendue sur les grands défis qui secouent le monde. Comme je l'ai dit plus haut, notre empêchement de nous rencontrer en raison de la crise sanitaire du Covid-19 a retardé nos travaux et notre réflexion sur les questions et les défis auxquels notre continent fait face. Toutefois, nous restons mobilisés en tant que parlementaires pour contribuer à travers nos recommandations aux efforts visant à rechercher et à consolider la paix et à poursuivre l'action de développement dans notre pays respectif. Point n'est besoin d'affirmer que cette crise qui a débuté juste après notre première conférence tenue ici même à Djibouti à la fin de l'année 2019 a fortement réduit nos activités dont l'essentiel se situe dans nos sessions présentielles. Et quant au Premier ministre, il a indiqué l'importance que revêt l'organisation d'un tel événement, surtout en cette période marquée par la crise sanitaire du Covid-19. Votre présence à Djibouti, par ces temps de crise sanitaire, constitue pour nous un véritable motif de fierté et symbolise à mes yeux la force des liens fraternels tissés au fil des années entre les élus des peuples africains. En organisant ces sessions en cette période difficile que nous traversons, vous avez voulu renouer avec la régularité de vos rencontres et rompre avec la léthargie dans laquelle la pandémie risquait de nous plonger. Aujourd'hui, après 2 années, après ce mois de novembre 2019 où notre pays avait organisé la 75e session du comité exécutif et la 42e conférence de l'Union des parlementaires africains, c'est avec la même ferveur et le même esprit enthousiaste que Djibouti accueille la 76e session du comité exécutif de la 43e conférence de l'Union des parlementaires africains. Certes, entre-temps, la Covid-19, avec sa cohorte de contraintes multiformes, s'est imposée à nous et au monde entier. La Covid-19 a bouleversé l'agenda planétaire sous tous ses aspects. Il y aura forcément un avant et un après Covid-19. Durant les périodes les plus critiques de cette pandémie au cours de ces 2 dernières années, même si vos déplacements étaient très limités, je sais, de par le bilan présenté, que vous avez continué à travailler à distance pour honorer vos obligations de parlementaires. Distingués chefs de délégation, honorables parlementaires, mesdames et messieurs, certes, les travaux de cette 76e session du comité exécutif s'ouvrent dans un contexte particulier marqué par les effets dévastateurs de la pandémie. Malgré ce contexte difficile, vous avez pu tenir cette session qui enregistre un taux appréciable de participants. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour saluer votre détermination à promouvoir avec engagement et détermination l'action parlementaire. Un aperçu des thèmes qui seront abordés illustre cet engagement à faire avancer notre continent en combattant avec des instruments légaux toutes les entraves au développement économique et durable de l'Afrique.
Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de l'Enseignement, donc le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, ont organisé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la semaine de l'enseignant. Plusieurs membres du gouvernement, des personnalités publiques et de la communauté éducative ont pris part à l'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple. Au cours de la semaine de l'enseignant, les ministères du Travail, celui du Budget, de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que le ministre de la Communication ont été largement impliqués dans une réflexion autour de la révalorisation de la fonction enseignante comme inscrite dans la PNE. Aussi, cette cérémonie était placée sous le thème « Révalorisation de la fonction d'enseignant » de la réflexion à l'action. Améliorer ainsi les conditions de vie de travail des enseignants à travers la politique nationale de l'enseignant. Eh bien, cette cérémonie a été marquée par des reportages, des témoignages qui ont mis l'accent sur les acquis sociaux et les avantages accordés aux enseignants. Il s'agit principalement de la revalorisation salariale et autres avancements dans les émoluments des plans, des carrières, des conditions de travail et la création du corps unique. Eh bien, les tablettes à chaque élève, l'accès à Internet haut débit et les smart classrooms ou classes intelligentes, mais aussi les avantages en nature comme des logements sociaux, entre autres. Et dans leurs interventions respectives, la ministre de l'Habitat et celui de la Communication, Redouane Abdillahi Bahdon, ont rappelé la place qu'occupe leur département en ce qui concerne la révalorisation du statut de l'enseignant. Il a été souligné tout à l'heure par les différentes interventions, la collaboration entre le département en charge du logement, qui est aujourd'hui le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a été de tous les temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il a été rappelé que dans tous les programmes de construction de logements ou de parcelles, la part réservée aux enseignants était toujours la part du lion. Et ça le restera. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il faut formaliser le quota de 30%. C'est formalisé dans le sens où le président de la République, le chef du gouvernement, dans une allocution à l'occasion d'une cérémonie comme celle-ci, avait déclaré que désormais 30% de toutes les constructions de logements qui seront entreprises, mais en même temps les parcelles qui seront mises à la vente, ce 30% sera toujours réservé aux enseignants. Et ceci est sur l'ensemble du territoire national. Les métamorphoses sociétales nous oblige à réviser nos modèles d'apprentissage, nos pratiques d'enseignement et à revoir nos objectifs pour dessiner les contours d'une école plus citoyenne, inclusive, moderne, capable de contribuer à l'épanouissement de nos enfants et par ricochet au développement de notre pays. Nos enfants sont nés dans un monde d'information continue, de partage, d'échange et de création. Ils font partie d'une génération hyper connectée, ouverte, communicante, dont le mode de fonctionnement change radicalement de ceux de générations précédentes. Les moyens technologiques ont pris une telle importance dans notre vie quotidienne qu'il serait anormal de ne pas les avoir introduits de plus en plus dans la pratique de l'enseignement. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, avait bien dit que l'intégration des TIC, de la technologie de l'information et de la communication dans l'enseignement n'est plus une démarche optionnelle à adopter, mais est devenue une nécessité. Et c'est pour cela que l'école djiboutienne doit emprunter la voie de l'innovation pédagogique pour remédier aux difficultés rencontrées. Mesdames et messieurs, l'intégration du numérique dans l'éducation est un excellent point de départ si nous voulons promouvoir l'équité, améliorer la qualité et faire avancer la réforme de l'éducation. Quant au ministre du Budget, Abdelkarim Adancher, celui du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, ont rendu hommage à la fonction d'enseignant. Nous les écoutons. Le directeur de la fonction publique avait dit une chose. Dès qu'on a eu l'indépendance, la première des choses qu'on avait fait, que le gouvernement de l'époque avait fait, c'était
la gratuité du logement pour les enseignants. Donc c'était la chose la plus importante qu'on avait fait dans les années 90, je crois que c'était en 96-97, cet arrêté a été abandonné. Mais je pense que depuis les années 2000, nous avons rattrapé en octroyant d'autres avantages, en révalorisant les enseignants. Parce que le métier d'enseignant est au centre même du développement de notre pays. Il y a une phrase qui résume tout. Quel autre métier est plus merveilleux et noble que de transmettre ses acquis? Je vous remercie. Fidèle à ma profonde conviction, nous sommes et nous restons convaincus que le meilleur peuple au monde, c'est le peuple qui a les meilleures écoles. Et s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Au niveau du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, on ne s'interdira jamais, au grand jamais, de valoriser la fonction enseignante. Mieux, on y travaillera tous les jours. Dans cette perspective, le ministère du Travail prévoit un effort significatif en faveur des personnels d'éducation nationale afin de reconnaître et de toujours reconnaître leur mission et de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant. Et c'est très important. Pour conclure, je voudrais dire et le redire encore ici, l'engagement de mon ministère et de son équipe aux côtés du président de la République, soutien constant et régulier de l'enseignant, mais également aux côtés du Premier ministre et du gouvernement pour œuvrer au bien-être de la grande famille de l'éducation. Et dans une allocution faite à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé le long processus d'élaboration de la politique nationale de l'enseignant. Ensuite, il a annoncé qu'un mémorandum d'entente avec les ministères partenaires et 2 conventions seront paraphées en présence du Premier ministre afin de formaliser les engagements des uns et des autres. Donc après une période de réflexion, de discussion, de débat entre enseignants, mais également au cadre du ministère et les enseignants, mais également après une période de discussion avec les ministères partenaires, nous nous sommes convenus, Inch'Allah, que la mise en œuvre de la politique nationale enseignante commence cette année scolaire. Donc, il m'est agréable d'annoncer que, bien sûr, un certain nombre de mémorandums d'entente avec les ministères partenaires et 2 conventions seront paraphées, bien sûr, en présence de vous, Monsieur le Premier ministre. Comme mesure concrète qui apporte donc un début de réponse à leurs doléances, aux doléances des enseignants, et issu donc des discussions avec les autres ministères, je peux annoncer le point suivant. Versement dans les cadres uniques des 321 enseignants titulaires de licence dans le budget, bien sûr, de 2022. Aussi, versement progressif de tous les enseignants dans le cadre unique d'ici 2025. Également, comme ça a été annoncé, l'avancement par les mérites en organisant, bien sûr, des évaluations et de la formation, mais aussi la garantie de la conservation des acquis indiciaires en cas, bien sûr, de changement de cadre. L'appui à l'amélioration progressive des conditions de travail des enseignants sur la base d'un programme soutenu par le ministère du Budget, mais également la contribution des partenaires financiers et techniques. Mais aussi la pérennisation de l'accès pour les enseignants aux logements sociaux à Djibouti, mais également dans les régions de l'intérieur, ainsi qu'aux parcelles des terrains, à hauteur à peu près de 30% dans les offres du ministère de la Ville. Aussi, et pour finir, tous les établissements scolaires du pays seront connectés. Et pour clore la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rendu un hommage particulier à la fonction enseignante et a réitéré l'engagement continu du gouvernement à soutenir ces nobles métiers. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale,
chers collègues, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, mesdames et messieurs, je voudrais ici d'abord dire que cette journée est une journée historique. Historique parce que vous avez pu réunir le ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, le ministre du Travail, le ministre du Budget. En plus, il y a eu des déclarations faites, et le ministre de la Ville, excusez-moi madame, de la Ville, de l'urbanisme, de logement, parce qu'elle a promis aussi des choses, mais il y a aussi les différents administrateurs de la fonction publique qui sont intervenus pour dire voilà ce qui est prévu pour revaloriser le métier de l'enseignant. Tous, apparemment, vous avez pu les faire dire ce que vous aviez pensé, notamment la valorisation du logement. Donc, sur tous les logements en construction, il y a 30%, ou sur tous les terrains mis en vente, des terrains qui sont valorisés, mis en vente, vous avez aussi 30%. Déjà, uniquement pour le corps enseignant. C'est pas mal, c'est beaucoup. Effectivement, quand vous voyez que vous avez 1000 logements qui sont en construction, sur les 1000 logements, vous avez quand même 300 réservés uniquement à l'enseignant. Sur tous les terrains, c'est la même chose. Sur les avancements par ancienneté aussi, ça existait depuis toujours, mais aujourd'hui, on parle aussi avancement par mérite. Donc, plus tous les points d'indice qui ont été cités ici montrent quand même que l'enseignant est vraiment très chouchouté. Le ministre de Télécommunications aussi a prévu effectivement une certaine facilité pour que les classes désormais deviennent des smart classes. Et tout ça avec le concours, bien sûr, de l'administration centrale, mais aussi de Télécom Djibouti. Tout ceci pour dire, aujourd'hui, vous avez pu avoir, j'espère que vous avez bien noté tout ce qui a été dit par mes collègues ici, et que demain ou après-demain, vous aurez, en principe, vous devez avoir tout ce qui a été dit ici. Je devrais, moi, en principe, avoir toutes les décisions des enseignants et toutes les procédures qui devront être mises en œuvre par le ministère du Travail. Voilà, en quelque sorte, je disais, historique, dans la mesure où vous avez pu aujourd'hui avoir quand même un certain nombre de mérites, un certain nombre, disons, de bonus, parce que vous êtes l'enseignant et vous êtes au cœur de la famille éducative. Je vous remercie. Ensuite, l'on a procédé à la signature de mémorandums et de conventions. Eh bien, ces mémorandums et ces conventions partenariales doivent servir de cadre pour un partenariat et une mise en synergie pour la réalisation des recommandations de la politique nationale de l'enseignant parrainé par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, lors du forum du 20 novembre 2020. Il faut noter que la convention avec le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat stipule 30% de la propriété foncière soit réservée au corps enseignant dans tous les projets immobiliers de l'État. Eh bien, cette convention avec le ministère de la Communication est chargée des postes des télécommunications et destinée à renforcer la connectivité des établissements scolaires et la planification définie donc d'installation et de smart class. Le Premier ministre a mis également l'accent sur l'intérêt de cette politique nationale de l'enseignant conformément aux instructions du président de la République. Cette politique nationale de l'enseignant qui est axée sur l'amélioration des conditions de vie, de travail de l'enseignant. Dans ce même cadre, lors de cette cérémonie de clôture de la semaine de l'enseignant, eh bien, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé au rang de commandeur d'officiers et de chevaliers d'étoiles de l'éducation 10 enseignants issus de différents ordres d'enseignants qui ont une carrière brillante et qui justifient d'abnégation
détermination, de rigueur professionnelle et de compétences exceptionnelles. Eh bien, les 2 premiers enseignants ont été élevés au rang de commandeur de l'Ordre de l'Étoile de l'Éducation pour récompenser et reconnaître leur immense mérite au service de l'école djiboutienne. Puis 6 enseignants ont été élevés au rang d'officiers dans l'Ordre de l'Étoile de l'Éducation en reconnaissance à leur travail dévoué et à leur abnégation. Les 2 derniers enseignants ont été élevés au rang de chevaliers dans l'Ordre de l'Étoile de l'Éducation et les féliciter de leur rendement exceptionnel au service de l'éducation nationale. Et bien, à l'issue de cette cérémonie de décoration, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation ont rendu un hommage à ces exceptionnels enseignants. Et dans notre édition de 15h, nous avions eu comme invité sur le plateau M. Mohamed Moussaïabé, enseignant conseiller technique au MENFOP, qui nous a résumé en quelques mots les tenants et aboutissants de cette semaine nationale de l'enseignant. D'abord, cette journée de clôture parrainée par le Premier ministre s'inscrit dans le cadre des activités organisées pour célébrer la fonction enseignante. Aussi, nous ont honorés de leur présence le ministre du Budget, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, et aussi Madame la ministre en charge de l'habitat. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que des activités ont été organisées du 5 au 14 octobre. Et ces activités ont été l'occasion pour la communauté éducative dans son ensemble de manifester sa reconnaissance envers les hommes et les femmes qui exercent ces métiers. Cette journée d'aujourd'hui marque aussi, madame, les débuts de la mise en œuvre de la politique nationale enseignante. Cette politique nationale enseignante consiste à reconsidérer la fonction sous tous ses aspects. Donc on a commencé l'année dernière, nous avons réfléchi, nous avons consulté les enseignants. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer à l'action. Donc, c'était une journée historique, l'a dit Monsieur le Premier ministre. Donc, c'était une journée qui clôturait un certain nombre d'activités qui ont été organisées dans les établissements scolaires. Donc, la deuxième question, concernant l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant, mais aussi au milieu scolaire, quel sera l'impact sur le terrain et dans leur vie privée notamment? Merci. Je rappelle que des annonces fortes ont été faites ce matin par non seulement le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais aussi par les autres ministres des départements partenaires. Alors, sans répéter, je ne vais pas répéter ce qu'a dit le ministre, mais normalement, les décisions qui ont été prises vont d'abord faciliter l'accès au logement aux enseignants. Nous savons que dans le passé, un quota était réservé aux enseignants. Ce quota va être maintenu, pérennisé, et on va l'élargir vers les régions de l'intérieur. Ça, c'est une mesure concrète. Deuxième mesure concrète qui va impacter directement le plan de carrière de l'enseignant, c'est que très bientôt, plus de 321 enseignants titulaires des licences et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté vont être versés dans le cadre A1. Ils vont devenir des profs. C'est des anciens instituteurs, c'est des anciens profs adjoints qui vont bénéficier d'un changement de cadre. Mais aussi, les 2879 enseignants restants vont être versés progressivement, Inch'Allah, année après année, dans le corps unique. Et pour terminer, madame, je vais rappeler que, outre l'avancement par l'ancienneté qui est offert, qui est un droit pour tous les fonctionnaires du pays, et nous avons demandé au ministère du Travail et du Budget à ce que les enseignants, nos bons enseignants, avancent plus vite que les autres, parce que nous pensons que si nous valorisons nos enseignants, nous allons forcément atteindre l'objectif de qualité dont on parle ces dernières années. Voilà 3 mesures qui vont concrètement impacter la vie des enseignants. Peut-être un dernier point, les conditions de travail.
Ces dernières années, notre ministère, Avec les smart room classes. justement, notre ministère a fait des efforts considérables pour que les conditions de travail soient correctes. Mais nous savons pertinemment qu'il y a du boulot encore. Donc, nous avons programmé, nous avons planifié, nous avons proposé, élaboré un plan qui va nous permettre d'améliorer significativement les conditions de travail des enseignants. Et aujourd'hui, nous avons l'engagement des ministères du Budget et du Travail qui vont nous faciliter ce travail. Merci, Monsieur Mohamed Moussaïabé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, a procédé ce matin à une réunion annuelle des secrétaires généraux au Palais du Peuple. La séance a porté sur la décentralisation effective des services publics d'une part et de la dématérialisation des procédures administratives d'autre part. Objectif étant donc de cette réunion de s'enquérir de l'évolution de la mise en œuvre des instructions et d'identifier ainsi les défis multiples qui peuvent entraver sa bonne exécution, mais aussi d'échanger pour avoir une compréhension commune des enjeux et des perspectives. Et pour donc plus de détails sur cette réunion, suivant le mot du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah. Ces thématiques sont dictées par l'agenda qui a été fixé par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à son gouvernement. Lors de la retraite gouvernementale d'Arta, le président de la République a rappelé la volonté d'agir à l'échelle du territoire de manière cloisonnée les opportunités entre la capitale et les régions pour arriver au Djibouti que nous voulons, un Djibouti inclusif. Pour y parvenir, il a demandé d'être agile pour transformer des communautés de destin en des communautés de projet et de savoir tisser des liens entre elles. Il a dit en substance savoir manager autrement et sortir du carcan de la bureaucratie et de la théorie vaine. C'est dans cet esprit que le Premier ministre, M. Abdulkader Kamil Mohamed, a élaboré 2 circulaires en date du 7 juillet 2021 portant sur la déconcentration effective des services publics d'une part et de la dématérialisation des procédures administratives d'autre part. Dans ces 2 circulaires, il a été demandé de procéder à l'inventaire de l'existant pour la déconcentration des services publics et un plan d'action annuel pour la dématérialisation des procédures administratives de vos départements respectifs. Notre plateforme est celle de la continuité et de la concrétisation des actions menées. Nous sommes les principaux responsables de ces services centraux. C'est pourquoi l'objectif principal de cette réunion est de s'enquérir de l'évolution de la mise en œuvre des instructions du Premier ministre et identifier les défis multiples qui peuvent entraver sa bonne exécution. Elle sera donc l'occasion d'échanger pour avoir une compréhension commune des enjeux et des perspectives. Il ne faudrait pas perdre de vue que la transition numérique doit être globalement en voie de diffusion dans tous les services déconcentrés. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Oloufoué Ismaël Abdo, a reçu hier la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti et auprès des Ligades, M. Aïden Ouara. Les discussions ont porté sur les relations de coopération existantes en matière de développement économique et social, notamment autour des programmes sociaux. En effet, l'Union européenne est un partenaire du département social à travers les programmes tels que les solutions pérennes pour les populations, reconnaissant le poids significatif de la migration mixte à Djibouti. Le projet va soutenir le pays hôte dans le secteur le plus touché via des actions pérennes.
Direction Moscou en Russie où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi a participé hier mercredi au 4e forum international de la semaine russe de l'énergie à la tête d'une importante délégation de son département. Ce forum, dont le thème choisi pour cette édition 2021 est transformé pour le développement, tient une place de choix dans l'agenda des rencontres internationales, tant qu'il est vrai que celui-ci a effectivement acquis le statut d'événement principal dans le domaine de l'efficacité énergétique en Russie et à l'étranger. Objectif du forum étant de présenter le potentiel du complexe énergétique russe et de développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Et place cette fois au point de presse concernant la situation, mais aussi l'évolution de la situation de Covid-19 dans notre pays. Le point nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab. Nous constatons que la baisse de taux de positivité se poursuit. C'est une bonne chose, mais pas une raison suffisante pour ne pas poursuivre les efforts, notamment pour respecter les gestes barrières et surtout s'immuniser massivement contre la Covid-19. Concernant les données épidémiologiques, en ce jeudi 14 octobre, nous avons 3 patients guéris, 146 tests réalisés et 222 cas sont positifs. Nous avons donc un taux de positivité de 2,6%. Quant au nombre de personnes vaccinées depuis le début de la pandémie, il est de 50 759 et nous avons vacciné au cours des 24 dernières heures 711 personnes. Le bilan global depuis le début de la pandémie est de 229 719 tests réalisés, 13 369 personnes se sont révélées positives, 12 974 cas sont déclarés guéris et nous déplorons au total 179 décès depuis le début de la pandémie. Nous vous demandons toujours d'être très vigilants. Protégez-vous et protégeons-nous tous. Vaccinons-nous tous massivement. Dans le cadre des patrouilles côtières et maritimes destinées à la lutte contre la prolifération du trafic des produits stupéfiants, les gardes-côtes djiboutiennes ont intercepté dans la journée du 12 octobre des individus, des grossistes et vendeurs de stupéfiants impliqués dans ce trafic. Ainsi, 4 individus ont été interpellés dans le cadre de cette patrouille de vente de produits tels que 2 sachets de hashish, 3 téléphones portables, un ordinateur portable, différentes armes blanches. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires des gardes-côtes afin de traduire ces individus devant la justice. Cette opération s'inscrit dans le cadre plus large des dispositions mises en place par la garde-côte djiboutienne pour assurer la sécurité, la sûreté côtière et maritime. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu hier à l'hôpital général Pelletier de Mahmoud Saban Haji Halas dit Ali Bir. Le défunt est né le 2 octobre 1964 à Djibouti. Il a commencé sa carrière en 1981 à Djibouti Telecom jusqu'à nos jours. Il était père de notre collègue du service programme et laisse derrière lui une veuve, 8 enfants et 11 petits-enfants. Nous prions Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Et dans l'actualité internationale, nous allons parler des conditions de détention des migrants en Libye, une nouvelle fois épinglés. Des nouveaux témoignages de rescapés en mer révèlent une fois de plus les mauvais traitements infligés aux migrants par les gardiens de prison libéens. Ces derniers viennent appuyer les conclusions du rapport de l'ONU publié début octobre faisant état de crimes contre l'humanité. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et l'agence onusienne dédiée aux droits de l'homme a dénoncé lundi 11 octobre une série d'événements horribles en Libye qui ont fait au moins une douzaine de morts parmi les migrants ou les demandeurs d'asile. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.